Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mardi. Dans les actualités de ce jour, parlons de la situation dans la capitale après les pluies torrentielles d'hier soir. 10 personnes ont perdu la vie justement à Antananarive suite aux pluies torrentielles d'hier soir selon le rapport du Bureau national de la gestion des risques et catastrophes au BNGRC aujourd'hui. 2 personnes sont grièvement blessées et 525 autres personnes ont été déplacés. Les détails avec Fin-Jessène Mireille sur les images d'Yves Janel. 6 personnes parmi les 10 sont décédées à cause des éboulements causés par les pluies torrentielles d'hier soir dans la capitale. Selon le recensement du BNGRC, 2 personnes sont décédées dans le quartier de Mazakarei, 2 suite à l'écroulement d'un mur de soutènement à Nansan, 1 à Mbudepun, 2 à Mbudjou. Les 4 autres personnes sont décédées dans le district d'Avarajan hier soir. 525 personnes ont été déplacées jusqu'à aujourd'hui. 300 personnes dans le quartier d'Antomadine K3G Hangar, sont dans le Fuktan 2G Hangar et 125 dans le Fukuntan de Mazakamiadan. Un déplacement pour éviter les catastrophes qui pourraient survenir. D'autres quartiers ont été également victimes de cette montée des eaux, selon toujours le rapport du BNGRC. Ce dernier appelle la population à être vigilant face aux inondations et aux risques d'éboulement. À noter que les arbres et les poteaux constituent également des risques en cette période de pluie. Et puisqu'on a parlé de la montée des eaux, les bas quartiers de la capitale et de ses environs ont été inondés à cause des pluies torrentielles de cette nuit. La raison de ces inondations, les canaux d'irrigation des eaux qui sont bouchés par les déchets selon les explications recueillies par nos journalistes. Reportage de Felna Rakoutoirsou et Gérard Djamar. Presque tous les quartiers dans les zones basses de la capitale ont été victimes de la montée des eaux hier soir. Bessarit, Anous, Anous B, Antomadine ou encore 3G Hangar, la plupart des quartiers ont été inondés. C'est le cas notamment à Anous B Anjefan où le chef Fukuntan et les bénévoles affirment ne pas avoir dormi de la nuit pour être au chevet des sinistrés en les aidant à sauver leurs biens. Ils ont également recensé les sinistrés de leur quartier afin d'être au fait de leur effectif. La source du problème est la même pour tous ces quartiers de la zone basse d'Antananarive, victimes de la montée des eaux. Les canaux d'irrigation n'arrivent plus à répondre aux besoins ou qui sont bouchés par les ordures. C'est toujours le même scénario pour Antananarive en saison des pluies. Une situation que déplorent certains. Cette mère de famille, par exemple, invite la population de la capitale à ne pas jeter les ordures partout. Quoi qu'il en soit, selon les informations émanant du service de la météorologie, les pluies se poursuivront la semaine prochaine. Chaque citoyen devra alors se préparer à cet effet et prendre ses précautions au plus vite. Et parlons de météo. Les précipitations vont s'intensifier ce mercredi 19 janvier, d'après les informations recueillies au niveau du service de la météorologie et du BNGRC. Déjà que les précipitations d'hier ont entraîné l'inondation de plusieurs zones d'Antananarive. La PIPA a ainsi mis en vigueur la vigilance pour danger imminent d'inondation dans la plaine d'Antananarive ou traversée par la rivière Sissone dans le Nouveau pourrait atteindre les 3,50 mètres dans les prochaines heures. Le BNGRC appelle également au respect des consignes. Les détails avec Fiti Miarkfe. Si à 7 heures ce matin, le niveau de la rivière Sissone était à 2,30 mètres, vers 15 heures, il s'élevait à 3,22 mètres et il pourrait atteindre les 3,50 mètres dans les heures qui suivent. Le niveau de l'Ikoupe était déjà à 3,02 mètres vers 15 heures. Selon le bulletin hydrologique de la PIPA, les communes traversées par la rivière Sissone sont dans une vigilance rouge de danger imminent d'inondation. Il s'agit des communes de Tiafa, Anjouibé, Antsaadit, Bungatsar, Antanitkel, Ambouizouk, Alatsneng, Ambaza, Ampaechus, Sualand, Ampanef, Suaven, Anusizat Anjefan, Ampitatafk, Ambavatukan, Fenoirive, Itaos, Ambuchmanzak, Fiadan et Apangabé. Les précipitations s'intensifieront pour le reste de la semaine. Même si le pic est envisagé pour demain, mercredi 19 janvier, des fortes précipitations sont encore attendues pour la fin de cette semaine, voire même pour le reste du mois. Si hier la météo prévoyait une précipitation de 36 mm, cela a finalement atteint les 100 mm.
Pour demain, cette dernière envisage une précipitation de 63 mm. Néanmoins, le BNGRC déclare que l'on doit s'attendre au pire. En effet, il y a un risque de cyclogenèse au large de Madagascar à compter de la fin de la semaine. Ce dernier appelle donc à la vigilance de tout un chacun, au respect des consignes émanant des autorités compétentes. Par ailleurs, suite à ces prévisions, le BNGRC recommande l'arrêt des cours dans les zones à risque. Toutefois, cette décision appartient uniquement au ministère concerné, toujours d'après le directeur général du BNGRC. Et dans les informations politiques de ce jour, le représentant résident du Fonds monétaire international ou FMI a affiché sa satisfaction et affirme avoir obtenu des bons résultats à Madagascar. Arrivé au terme de ses 3 années de service à Madagascar, le représentant résident du Fonds monétaire international, Marc Gérard, a été reçu au palais d'État d'Amboutrouïch par le président de la République Ange Razuel pour une visite d'adieu dans la matinée du lundi 17 janvier 2022. Le haut fonctionnaire du FMI a été accompagné lors de cette visite par la ministre de l'économie et des finances, Rinja Asmbelurabarnirinarstan. À l'issue de la rencontre, ce diplomate a fait part des teneurs de ses échanges avec le chef de l'État malagasy. D'emblée, il a remercié le président de la République et à travers lui le peuple malagasy pour son hospitalité durant ces 3 années passées au pays. Le FMI étant un partenaire important pour Madagascar, notamment par l'octroi de plusieurs aides financières pendant la crise sanitaire. Les 2 parties ont donc fait le point sur l'état de la collaboration. Écoutons-le. Je pense que nous avons obtenu des bons résultats à Madagascar. Nous avons une très bonne collaboration dans un contexte qui était très difficile. Des avancées ont été faites en 2019 qui étaient importantes, mais évidemment le pays a été touché par une crise historique en 2020. Nous sommes encore à l'heure actuelle en train de juger de la qualité de la réponse économique qui a été apportée. Et bien sûr, nous avons obtenu des résultats, mais nous avons aussi des préoccupations. Nous avons absolument besoin d'une accélération dans les dépenses sociales, les dépenses de santé, d'éducation pour soulager les souffrances de la population. Et puis, nous avons également discuté d'un certain nombre de sujets de développement économique, comment mieux faire contribuer le secteur minier au développement de ce pays et plus généralement, comment remettre le pays sur les voies d'une croissance accélérée et surtout inclusive. Et également, il faut que nous puissions trouver des marges de manœuvre dans le budget pour aller de l'avant dans les infrastructures. Et des infrastructures de base dans l'eau et l'assainissement, dans la réforme du secteur énergétique et également en matière de routes et d'infrastructures routières. Le FMI est aux côtés de Madagascar. Pendant la crise, nous avons donné 2,5% du PIB à la fois en 2020 et en 2021 pour aider à surmonter ces temps difficiles. Ce n'est certainement pas dans le contexte actuel que nous allons nous retirer. Donc nous restons engagés à Madagascar. Le programme en cours qui a été signé avec la République de Madagascar en mars 2021 va continuer à être mis en vigueur et nous allons continuer à appuyer les efforts de développement économique et social du pays. La mise en quarantaine des personnes en provenance des pays étrangers se poursuit pour Madagascar. La durée de cette mise en quarantaine est de 48 heures en général et les passagers qui débarquent ont le choix sur les hôtels où ils souhaitent se faire héberger en attendant le résultat des tests. L'État reste strict dans le contrôle des hôtels en cette période pour éviter la propagation du virus selon les explications. Reportage de Miarvulasferan et Indara. Cet hôtel, Sisaivat, fait partie des hôtels qui accueillent les passagers mis en quarantaine à leur arrivée à Madagascar. Ces passagers y séjournent 48 heures en général en attendant le résultat de leur test. S'ils sont testés négatifs à la Covid-19, ils peuvent partir rejoindre leur famille. Dans le cas contraire, ils sont dirigés dans un centre de santé. De son côté, l'État est strict dans le contrôle de ces hôtels qui accueillent ces passagers mis en quarantaine. Les forces de l'ordre y font une descente inopinée 3 fois par semaine pour constater les dispositifs mis en place et si l'établissement suit les consignes sanitaires. Pour cet hôtel, aucun membre du personnel n'est en contact direct avec les personnes mises en quarantaine.
Par ailleurs, les chambres où ont séjourné ces personnes sont désinfectées après leur départ et elles ne peuvent être utilisées que 24 heures après la désinfection. Il est à rappeler que seuls les vols venant d'Europe sont autorisés à entrer à Madagascar actuellement. Aucun parmi les détenus qui ont tenté de s'évader de la prison de Mourundave la fin de la semaine dernière n'est décédé selon les dires du directeur de l'établissement pénitentiaire. Par ailleurs, si des complicités avec des agents pénitentiaires sont prouvées sur cette affaire, la justice sévira sévèrement. Vanessa Namirey, Yves Janel nous en disent plus. Quelques-uns des 7 détenus qui ont tenté de s'évader de la prison de Mourundave samedi dernier ont été coupés de lourdes sanctions. Par ailleurs, le directeur de l'établissement pénitentiaire a démenti les rumeurs selon lesquelles il y a eu des décédés parmi ceux qui ont tenté de s'évader. Ce responsable a rappelé que ces 7 détenus ont tenté de s'évader et 4 parmi eux ont tout de suite été appréhendés au sein même de l'établissement, si les 3 autres ont pu sauter le mur de clôture, mais ils ne sont pas partis loin puisqu'ils ont été arrêtés eux aussi. Ces 7 individus ont tenté de s'évader de la prison vers 10h45, profitant de la livraison de vivres pour la prison, ils ont forcé le portail. Dans les actualités internationales de ce soir, une Britannique de 50 ans a été retrouvée morte au Tonga. Elle est le premier décès répertorié dans ce pays privé de connexion téléphonique et Internet depuis samedi. Les premières estimations de l'ampleur de la crise font état de dégâts considérables. France 24. Sur ces images satellites, voici l'îlot volcanique de Haipei le 6 janvier dernier, quelques jours avant l'éruption. Et le voici maintenant. Son relief sous-marin a complètement disparu, enseveli sous l'océan. Les îles Tonga sont encore complètement coupées du monde. L'unique câble de communication sous-marin de l'archipel a été sectionné par l'éruption. Le réseau Internet et téléphonique ne devrait pas être rétabli avant 2 semaines minimum. Les réparations s'annoncent compliquées. Nos câbles sont proches de l'endroit où se sont produites les éruptions. Il nous faudra donc un certain temps pour obtenir une autorisation pour que le navire de réparation puisse approcher autour de la zone volcanique. Le nuage de cendres de 30 km d'altitude a recouvert les îles Tonga d'une couche grisâtre. Impossible donc d'atterrir sur place. Après avoir survolé la zone par avion de reconnaissance, l'Australie a envoyé ce lundi un vaisseau de la marine pour acheminer de l'aide. Sur le terrain, les besoins sont nombreux, mais la question de l'eau semble prioritaire. La combinaison des chutes de cendres et du tsunami va provoquer une contamination de l'eau. L'un des plus grands besoins est donc d'apporter des moyens de purification de l'eau et de l'eau potable. C'est la priorité numéro 1. Selon les premières estimations, plus de 80 000 personnes seraient sinistrées. L'onde de choc d'une intensité presque jamais enregistrée a été perçue jusqu'en Alaska, à 9000 km de l'explosion. Une éruption si puissante qu'elle a provoqué un tsunami généralisé, allant jusqu'à inonder les 2 côtes, est et ouest du Pacifique. Au Pérou, un navire qui déchargeait du pétrole a été pris dans les très fortes vagues, causant une marée noire près de la capitale Lima. Les premières équipes tentent de nettoyer la côte, qui a subi d'importants dégâts selon les autorités. Et en Irak, 3 mois après les élections législatives, le temps est désormais aux tractations politiques. Les nouveaux députés ont pris leurs fonctions début janvier et doivent désigner le président de la République et le Premier ministre. Arrivé en tête des élections, l'influent leader Moqtada al-Sadr voudrait avoir la main sur ses décisions, mais ses adversaires n'ont pas dit leur dernier mot. Reportage à Bagdad de France 24. Dans les rues du quartier de Sadr City, le bastion de Moqtada Sadr, quelques affiches électorales sont encore visibles 3 mois après le scrutin. Mais aujourd'hui, c'est en coulisses que se joue l'avenir du pays. Les partis traditionnels négocient actuellement pour savoir qui dirigera le prochain gouvernement. Et du côté des sadristes, grands vainqueurs des élections, on ne veut plus partager le pouvoir. Nous avons toujours connu un gouvernement issu d'un consensus entre les différents partis en Irak. Cela fait partie de notre ADN, mais ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Parce que quand les frères se disputent, ils détruisent la maison. Donc la solution désormais, c'est un gouvernement dirigé par un seul parti.
Problème, les partis adverses ne l'entendent pas de cette façon, en particulier ceux proches de l'Iran. Après avoir perdu plus de la moitié de leur siège au Parlement, ils ont crié à la fraude électorale pendant des semaines dans les rues de Bagdad. Majid Fadel a soutenu le mouvement et espère aujourd'hui voir son parti, le Fatah, utiliser ses alliances politiques au Parlement pour imposer ses choix. Grâce aux alliances, on a le plus grand bloc au Parlement avec 88 députés, alors que Sader en a 73. On a le bloc politique le plus large. Une bataille des chiffres courante en Irak entre les deux grandes maisons chiites et qui a lassé une grande partie de la population. Dans le centre culturel et artistique de la capitale, nombreux sont les Irakiens qui ont boycotté le scrutin, tout comme 59% du peuple. Amer Abdel, un poète, en fait partie. Peu importe l'issue des négociations, ce gouvernement ne lui conviendra pas, dit-il. Si un accord est trouvé, il satisfera ces deux parties. Et puis, quelle sera la suite? Est-ce qu'ils vont enfin faire attention au peuple? Est-ce qu'ils vont enfin comprendre le désordre et la dévastation qu'il y a dans ce pays? Pour les besoins de ce reportage, nous avons demandé à nous entretenir avec des députés, mais le parti politique de Moqtada Sadr a donné l'ordre à ces hommes politiques de ne pas s'exprimer sur le sujet tant que les tractations sont en cours. Et on le sait, cette période politique peut durer des mois en Irak. Quelques mots concernant la situation du Covid en France. La situation est restée stable depuis dimanche dans les services de soins critiques qui reçoivent les malades du Covid-19, tandis que le nombre de nouveaux cas dépistés a nettement décru sur une semaine selon les chiffres officiels diffusés depuis dimanche 16 janvier. France 24 nous en dit plus. Des contaminations toujours importantes, mais en baisse. La 5e vague de Covid a, semble-t-il, atteint son pic. En Île-de-France, on peut d'ores et déjà parler de décrue. Les autres régions devraient suivre dans les tout prochains jours. Le nombre d'infections va décroître considérablement pendant le mois de février et effectivement au mois de mars on devrait être à des niveaux très bas. On aurait vraiment pu avoir une situation beaucoup plus dégradée s'il n'y avait pas eu depuis début janvier un effort collectif qui a permis donc cette réduction du nombre de contacts et du coup d'éviter une catastrophe sanitaire que nous redoutions. En moyenne, sur les 7 derniers jours, 294 452 cas quotidiens ont été recensés, soit une baisse chaque jour de 18 800 cas par rapport à la semaine passée. À l'hôpital, le scénario du pire s'éloigne également. Le variant Omicron, moins dangereux que les précédents, ne sature plus totalement les services d'urgence et de réanimation. Il y a une baisse de fréquentation des urgences pour suspicion de Covid. Et donc, en fait, il y a toute la chaîne qui est en train de baisser. Mais pour l'instant, ça ne change rien à la problématique des hospitalisations aux urgences parce qu'on a tout un stock qui est le stock des 3 semaines passées et encore de la vague Delta, notamment dans les réanimations qu'il faut réussir à soigner. L'autre bonne nouvelle vient des laboratoires. Des traitements arrivent, notamment le Paxlovid, une simple pilule qui bloquerait la circulation du virus dans l'organisme. Pour la direction de Pfizer, l'optimisme est de mise. Nous allons bientôt pouvoir reprendre une vie normale. Nous sommes bien placés pour y parvenir au printemps. Ce nouveau traitement devrait être disponible en France dès la fin du mois de janvier. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à 100h. Une très bonne continuation sur Viva. Au revoir.